Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à l'Institut français de Grèce. Ce soir, nous avons le grand honneur et plaisir d'accueillir un des écrivains les plus éminents et les plus populaires de France, Monsieur Taha Benzelloun, récompensé du prix Goncourt. Il est parmi les hommes de lettres les plus célèbres et les plus traduits du Maghreb. Et le mois de mars est le mois de la francophonie et l'Institut français la célèbre à travers cette manifestation en la personne de M. Taha Benzelloun. Je suis Grigoris Beko, journaliste au Tovima, c'est-à-dire la Tribune. Je vais essayer de faciliter, dans la mesure du possible, cette rencontre en ligne avec M. Benzelloun, qui est le troisième invité du cycle Le mot français, rencontre avec des auteurs francophones à l'IFG. Avant d'accueillir M. Benzelloun, de la part de nous tous, et aussi de tous ceux qui nous suivent en ligne, je voudrais bien vous expliquer comment on va mener notre discussion. Je vais poser des questions en grec et l'écrivain répondra en français. Pour la traduction simultanée, comme toujours, nous remercions Madame Eugénie Moutsopoulou. Je voudrais aussi ajouter qu'à la fin de la discussion, nos spectateurs pourront poser leurs questions à Taha Benzelloun. Et vous pouvez poser vos questions sur Facebook et Twitter en utilisant le hashtag IFG Direct. Alors, Monsieur Benzelloun, bonsoir et bienvenue à l'Institut français de Grèce. Bonsoir et merci de m'accueillir. Je répète donc en grec, c'est un grand honneur d'avoir avec nous ce soir Taha Benzelloun, un écrivain très important. Monsieur Benzelloun, j'aimerais commencer, si vous êtes d'accord, par ce que nous sommes en train de vivre tous pendant cette période, la crise mondiale de la pandémie. Cela fait désormais 1 an que nous vivons avec le nouveau coronavirus et je me demande comment s'est passée cette période pour vous personnellement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a impressionné dans la façon dont l'humanité a réagi face à cette crise? Et si vous avez des soucis, et à quelle sorte de conséquences pensez-vous qu'on l'on fera face dans un avenir proche? C'est une guerre qui est menée contre l'humanité par un ennemi invisible, mais cet ennemi est très dangereux puisqu'il a fait des centaines de milliers de morts un peu partout, et pas uniquement les vieilles personnes, ce qu'on disait au début. Donc c'est une guerre qui va faire réfléchir l'être humain sur ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Et je pense que la chose la plus importante qui nous arrive, c'est que ça nous met un peu dans l'obligation d'être modeste et de mieux traiter la planète, l'environnement, et de faire attention à la nature. Le virus est arrivé, on ne sait pas comment, mais il est arrivé, et nous sommes tous en train d'essayer de lutter contre ces ravages. Mais le plus important, c'est une remise en question de nous-mêmes, de nos comportements, de notre égoïsme. C'est une gifle, une claque à notre égoïsme général, et puis surtout à notre prétention de vouloir tout contrôler, tout connaître et tout maltraiter. Je pense que la nature a été assez maltraitée jusqu'à présent par l'homme et que d'une certaine façon, évidemment, symboliquement, il y a une vengeance. Et cette vengeance nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes et sur ce que nous devons faire. Moi, personnellement, je n'ai pas souffert du Covid, même si j'ai été infecté, je n'ai pas eu de symptômes, et j'ai réussi à me faire vacciner par le Pfizer, les 2 doses. Et en ce moment, je me trouve au Maroc, où la politique de la vaccination
est bien plus rapide et plus efficace qu'en Europe et qu'en France. Et je me rends compte que le Maroc ne peut pas se payer le luxe d'une crise économique qui vient directement de la crise sanitaire. Donc, il fait tout pour que tout le monde soit vacciné et donc pour que le pays et l'économie repartent de nouveau. Voilà. C'est très intéressant ce que vous nous avez dit en ce qui concerne ce qui se passe au Maroc. Restons un peu au Maroc, Monsieur Benjeloun. Vous êtes né à Fès en 1947 et je vous propose, puisque vous vous trouvez au Maroc, de voyager un peu ensemble en arrière dans le temps vers votre enfance. Quels sont vos souvenirs de cet enfant qui a grandi dans ce lieu précis, durant cette période précise? Comment était alors la vie au Maroc et surtout votre vie au Maroc? Je suis né à Fès, qui est une ville qui a été fondée au début du 9e siècle par des Arabes qui étaient venus d'Arabie. Et cette ville a été fondée autour d'un fleuve, d'une rivière qui la traverse. Et ça va être le creuset de la civilisation arabe, parce que le Maroc était, à l'époque, avant l'arrivée de l'islam et des Arabes, était berbère, c'est-à-dire une autre ethnie que le monde arabe. Et j'ai été élevé dans une ville très traditionnelle, une ville où il y avait peu d'électricité, et c'était une ville très, très, très ancienne, qui est restée aussi ancienne que le 9e siècle. Mais après, mes parents ont émigré à Tanger, qui est au nord du Maroc et qui est le contraire de Fès, c'est-à-dire c'est la ville moderne, occidentale, avec la Méditerranée d'un côté, l'Atlantique de l'autre, avec une ville cosmopolite, internationale à l'époque. Et c'est là où mes sens, mes connaissances, mes savoirs, je vais les acquérir, surtout dans cette ville lumineuse où je me trouve aujourd'hui. Monsieur Benjeloun, nous allons passer maintenant à votre rapport avec la langue française parce que je sais que très jeune, très tôt, vous avez appris à l'école l'arabe et le français. Et je me demande si ce fait de devoir être entre deux langues et de les apprendre vous a préoccupé. Est-ce qu'il y avait une tension, une quelconque tension, ou bien cette coexistence était naturelle pour vous dès cette époque-là? Je me souviens, il n'y avait aucune tension. Il y avait au contraire un désir et une envie d'apprendre une troisième langue. Et j'ai appris à ce moment-là l'espagnol au lycée, en plus du français et de l'arabe. Je n'ai pas appris l'anglais, ce que je ne parle pas aujourd'hui, mais j'aurais aimé évidemment avoir une quatrième langue. Donc c'était plutôt une coexistence magnifique parce que je considérais que apprendre des langues, c'est s'enrichir. Et cet enrichissement a été pour moi déterminant dans la mesure où j'ai lu beaucoup de livres en arabe, j'ai lu beaucoup de livres en français et j'ai commencé vers l'adolescence à lire aussi en espagnol. Mais la langue française était présente au Maroc d'une manière quasi naturelle parce que le Maroc était un protectorat français. C'était pas une colonie comme en Algérie. C'était un protectorat. Il y avait des écoles franco-marocaines où on enseignait le matin le français, l'après-midi l'arabe. Et j'ai reçu une éducation bilingue, arabe et française. Et j'ai développé ce bilinguisme jusqu'à la faculté de lettres où j'ai fait une licence de philosophie arabe. Et donc, pour moi, la langue française a été une grande richesse pour moi, un apport et une diversité par rapport à l'arabe, qui est aussi une langue très riche et très belle. Mais
comme je disais à mon père, qui s'inquiétait de voir que je négligeais un petit peu l'arabe, je lui dis, mais c'est important de briller aussi dans la langue des autres. Et c'est ainsi que le français, je l'ai complètement accaparé, je l'ai fait mien et j'ai toujours écrit en français. Jamais je n'ai écrit en arabe, pas parce que je ne sais pas, mais parce que j'ai dû choisir toute mon énergie de la développer dans une seule langue, ce qui fait que parfois, quand j'écris en français, il m'arrive d'avoir une panne de vocabulaire et ce sont des mots arabes qui viennent à mon secours. Alors, vous voyez, c'est quand même une forme de richesse formidable. Très certainement. Et M. Benjeloun nous a largement répondu donc pourquoi il écrit donc en français et pas en arabe. Monsieur Benjeloun, maintenant, j'aimerais m'arrêter sur un de vos livres, un récit, comme on le dit en français, et non pas un roman, paru aux éditions Gallimard en 2018, sous le titre La punition. Il porte sur le soulèvement des étudiants, des lycéens au Maroc en 1965, et c'est un livre autobiographique que vous avez écrit parce que vous avez vécu ces événements de façon douloureuse. Et ma question est de savoir comment est-ce que vous avez décidé, après plus d'un demi-siècle, d'écrire ce livre et de revenir vers vous à l'âge de 20 ans. Je suppose peut-être que c'est dans cette histoire que se trouve aussi le début de votre rapport à la littérature, qui a été poétique, si je ne m'abuse. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'était une punition décidée par, à l'époque, le ministère de l'Intérieur. Nous étions à peu près 94 étudiants reconnus coupables d'avoir organisé des manifestations d'étudiants, mais en fait, on n'a rien fait de mal, mais on a été punis, c'est-à-dire qu'ils nous ont livrés à des militaires bruts qui, qui nous ont maltraités pendant 19 mois. Et cette période, qu'ils disaient à nos parents que nous étions en service militaire, alors que ce n'était pas vrai. Et en fait, c'était une façon de nous casser physiquement et surtout psychologiquement. Or, moi, c'est une période qui, même si sur le plan matériel, elle était difficile à supporter, m'a permis peut-être de devenir écrivain. Parce qu'à l'époque, nous ne savions pas si un jour nous allions être libérés ou pas. Parce que nous étions dans ce camp militaire et de temps en temps, on nous disait, bientôt on va vous envoyer sur le front de l'Est dans une guerre avec le voisin de l'Est, n'importe quoi. Et je me dis, si un jour, effectivement, ils peuvent nous sacrifier, il faut que je laisse quelques témoignages, quelques lettres pour qu'on découvre ce que cette armée avait fait. C'est ainsi que j'ai commencé à écrire des poésies. Pourquoi la poésie? Parce que c'était l'expression que les militaires ne pouvaient pas comprendre et que les militaires ne pouvaient pas déchiffrer, en fait. Et j'ai écrit comme ça des centaines de petits poèmes que je cachais dans la doublure de mon pantalon, parce que dans les poches du pantalon, on n'avait pas le droit de mettre les mains quand il faisait très froid. Alors, on nous obligeait à coudre les poches du pantalon. Et moi, pendant que je cousais, j'introduisais les petits bouts de papier où j'avais des poèmes. Et en sortant en janvier 1968 de ce camp, j'ai sorti avec une centaine de petits bouts de papier que j'ai arrangé un petit peu. Et j'ai envoyé ça à la revue Souffle qui commençait à peine, dirigée à l'époque par le poète marocain Latif Labi, qui lui aussi est francophone. Et mes poèmes ont paru au printemps de 1968 dans cette revue qui était à l'époque extrêmement respectée et d'un grand niveau d'exigence littéraire.
Dès le début des années 70, Monsieur Benjeloun, vous commencez à vivre en France et à écrire vos livres qui sont publiés. J'ai une question. Comment, à ce moment-là, il y a eu ce tournant, ce passage des études de la philosophie vers le terrain de la psychologie à cette époque-là? J'ai commencé un doctorat en psychologie et je travaillais sur le complexe d'Oedipe. Et je voulais démontrer que le complexe d'Oedipe, tel qu'il a été révélé et décrit par Sigmund Freud, n'était pas universel et qu'il y avait des comportements différents dans les sociétés africaines et arabes notamment et méditerranéennes. Ensuite, j'ai dû renoncer à ce thème parce que je me suis retrouvé à travailler dans un hôpital psychiatrique où je faisais un petit peu comment dire, je m'occupais des travailleurs marocains, enfin maghrébins, qui venaient dans cet hôpital et que personne ne comprenait. Alors j'étais un petit peu le lien entre cette immigration et la direction de ce petit hôpital de ville. Mais petit à petit, je me suis retrouvé à faire de la psychothérapie sauvage, c'est-à-dire que je savais que la parole était importante. Je faisais avec ces patients qui venaient, je passais une demi-heure à 40 minutes à les faire parler de leurs problèmes. Et le fait de parler pour quelqu'un comme moi qui était de leur pays, parfois en arabe, parfois en français, parfois en berbère que je ne comprenais pas, mais l'homme était intéressé de parler dans sa langue. C'était un début de... Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et en même temps, j'en ai profité pour faire ma thèse de doctorat qui est parue en 1977 au Seuil sous le titre La plus haute des solitudes. Et à l'époque, ce thème de la solitude des immigrés n'intéressait absolument personne. Et à l'époque, on ne parlait pas d'immigration comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait surtout des hommes sans femmes qui venaient travailler et qui partaient un mois par an dans leur pays, retrouver leur famille, leurs femmes surtout. Et il y avait justement des traumatismes d'ordre affectif et sexuel parce qu'il y avait un manque, une frustration telle que parfois ça se traduisait par des perturbations sexuelles. Et c'était le sujet de ma thèse. Et c'est un livre qui a, en tout cas, les articles à l'époque ont contribué à ce que Jacques Chirac et Giscard d'Estaing décident le regroupement familial. C'est très intéressant. Et maintenant, on va passer à la littérature. Je vais présenter quelques informations aux lecteurs aux lectrices grecques qui nous suivent en disant qu'au milieu des années 80, avec la publication du roman de Tahar Benjeloun, L'enfant de sable, commence donc, Monsieur Benjeloun, votre consécration en tant qu'écrivain. Dans ce livre, nous voyons une fille d'une famille nombreuse qui est élevée comme un garçon sous le nom d'Ahmed. Et nous voyons de façon plus large votre propre approche de la société arabe, des sexes et de leur rôle. Quelques années plus tard, en 1987, avec votre roman La nuit sacrée, vous avez reçu le prix Goncourt, c'est-à-dire les sommets de la littérature française. Ce livre, on pourrait l'appeler un sequel, où l'on suit désormais Zahra qui est mûre et qui s'efforce de recouvrer son identité en rejetant un peu ce passé masculin. J'aimerais avoir quelques précisions à propos de ce diptyque littéraire, Monsieur Benjeloun. Comment est-ce que vous en êtes inspiré? Comment vous l'avez conçu? Et outre la valeur littéraire de ces deux livres, pourquoi, à votre avis, ont-ils attiré à cette époque-là une si forte attention?
dans les années 80, on parlait énormément de la condition de la femme en Amérique, en Europe. Et j'ai trouvé que la manière dont les choses étaient faites était pour moi un peu maladroite. C'est-à-dire que finalement, on opposait l'homme à la femme et on n'essayait pas de voir plus que ça. Alors moi, j'ai essayé d'utiliser un détour, c'est-à-dire prendre un être humain né fille et lui faire endosser la condition d'un garçon, c'est-à-dire de détourner son destin sexuel. Et ça a été pour moi une façon de mieux témoigner sur la condition de la femme, en tout cas dans le Maroc des années 40 et 50, c'est-à-dire le Maroc traditionnel. Et ça a été tellement important à l'époque pour moi que je me souviens que lorsque le livre est paru en Allemagne, un critique avait dit ce livre a été écrit par une femme. Or, moi, je l'ai écrit moi-même, je n'avais pas besoin de quelqu'un d'autre pour l'écrire, mais pour dire quand même que j'avais tellement épousé la cause féministe que en écrivant, on aurait dit que c'était une femme qui s'exprimait. C'est un peu ça, puisque je me suis mis dans la peau de Zahra, dans la nuit sacrée, et c'était elle parle en disant je. Et ça, c'était quand même important de vouloir témoigner sur la situation et la condition de la femme dans la société marocaine traditionnelle en faisant ce jeu littéraire qui est en même temps un jeu psychologique. Επειδή Monsieur Benjeloun, vous avez beaucoup écrit à propos des femmes. J'aimerais vous demander, est-ce que vous considérez que chaque société, la façon dont chaque société aborde les femmes, c'est cela le critère pour dire si elle est moderne ou progressiste ou bien si elle va dans la bonne direction, surtout en ce qui concerne les femmes? Que quand on veut savoir le niveau de civilisation d'une société, on voit comment elle traite les femmes et les enfants et les vieilles personnes. Et ça, c'est quand même important. Il se trouve que dans le monde arabo-musulman, la condition des femmes est encore sous le joug de la religion. Or, tant que la religion de cette condition, on ne peut pas évoluer. Or, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que l'individu, qu'il soit homme ou femme, soit reconnu par la société, et c'est la base même de toute démocratie. On ne peut pas parler de démocratie dans une société si l'individu, en tant que personne unique et singulière, n'est pas reconnu en tant que soi-même. C'est-à-dire, tout être a sa responsabilité, a des droits et des devoirs, et en même temps, c'est une voix qui compte. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas dire qu'on est évolué ni civilisé. Μάλιστα, L'œuvre d'Attar Benjeloun, chers amis, est très vaste, son œuvre littéraire et ses essais. J'aimerais m'arrêter et parler à Attar Benjeloun de ses deux romans les plus récents publiés en grec, fruit de son travail des dernières années, Le bonheur conjugal, aux éditions Gema. Il est paru en grec en 2014, traduction de Mina Pateraki. Et le deuxième, Le mariage de plaisir, aux éditions Gema, est traduit par Eleni Mikaloyani, toujours aux éditions Gema, comme je l'ai dit. Ces deux histoires sont différentes, certes, sont contemporaines toutefois. Elle se situe de Fès à Casablanca jusqu'à Dakar au Sénégal, et ils abordent la vie conjugale et la coexistence conjugale, à la fois en tant que réalité et en tant que convention sociale, mais aussi en tant que partie d'un système de mœurs.
Derrière ces livres, y avait-il une réflexion commune qui vous préoccupait à cette époque-là? Est-ce que cette question vous interpellait à cette époque-là? Ce sont deux romans très différents. Le bonheur conjugal est disons c'est comme une psychanalyse ou une psychothérapie de la vie conjugale, puisque le roman raconte l'histoire d'un couple, où rien ne marche, sauf que il y a la version de l'homme et après il y a la version de la femme. Et chacun raconte comment il a vécu cette relation. Et on se rend compte finalement qu'un couple, après avoir vécu 20 ans ensemble, eh bien, on se rend compte qu'ils n'ont pas vécu la même histoire. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui partout. Vous prenez n'importe quelle relation humaine d'un couple, et vous faites raconter chacun ce qu'il a vécu, vous aurez des réponses différentes, parfois opposées. Donc, je voulais montrer que la conjugalité n'était pas un long fleuve tranquille et paisible, mais plutôt un fleuve de lutte, de conflit, d'opposition, parce que la conjugalité, c'est la coexistence forcée de deux libertés, deux solitudes. Et souvent, on fait l'erreur de confondre le sentiment amoureux avec le lien social, parce que le mariage est un lien social. L'amour, c'est une rencontre qu'on qu'on ne, qu'on ne peut pas prévoir et qu'on ne gère pas comme on gère une société. Donc, il y a une différence entre l'amour et le mariage, et c'est ce que je demande dans ce livre. Le deuxième roman, Le mariage de plaisir, bien sûr, il s'agit de mariage, mais là, c'est un mariage un peu particulier qui existe dans l'islam, surtout chiite, où où il est dit clairement que lorsque un croyant, un bon musulman part en voyage pour longtemps, mais c'était à l'époque du XIVe siècle, c'était il y a très longtemps, à l'époque du prophète, c'était en l'an 600, etc. Donc c'était au 7e siècle, pas le 14e. Les gens partaient par exemple à la Mecque, ils mettaient trois mois pour arriver parce qu'ils partaient à d'autres chameaux. Et pendant ce temps-là, ils avaient le droit, pour ne pas aller chercher des femmes prostituées, ils avaient le droit de prendre une épouse pour une durée déterminée de leur séjour, soit à la Mecque, soit à Jeddah, etc. Donc, ça s'appelle le mariage à durée déterminée qui vient s'ajouter au mariage légitime normal. Sauf que mon personnage, qui est un commerçant, il va à Dakar faire du commerce, il va évidemment épouser une seule magnifique, mais au lieu que ce soit quelque chose de limité dans le temps, il va tomber amoureux fou d'elle et il va la ramener avec lui à la maison, à Fès, où une femme blanche l'attend, c'est son épouse légitime. Donc, c'était pour moi l'occasion de raconter cette histoire qui m'a toujours sidéré, le fait d'avoir un mariage, bon, de je sais pas quoi, et en fait de parler d'un sujet tabou, c'est celui du racisme anti-noir dans la société blanche marocaine. Oui, en effet, Monsieur Benjeloun et chers amis, c'est cela qui est très intéressant dans ce roman. Nous voyons, nous aussi, le racisme à partir d'une optique où nous ne sommes pas habitués. Et c'est cela l'intérêt de ce roman. Monsieur Benjeloun, j'aimerais avancer et dire que vous avez aussi écrit des livres qui s'adressent à des enfants, à des jeunes, en parlant de l'islam, du racisme, du terrorisme. Le livre le plus récent qui a été publié en grec est Le terrorisme expliqué à nos enfants. Voici donc le livre aux éditions Patakis en grec, dans une traduction de Panos Angelopoulos. Et je sais que vous visitez souvent des écoles, vous parlez avec des élèves, et j'aimerais vous demander pourquoi vous considérez qu'il soit si important de s'adresser aux jeunes à propos de toutes ces questions. Est-ce que cela incarne peut-être l'espérance que quelque chose pourrait changer vers le meilleur à l'avenir? Oui, moi je considère qu'un écrivain,
c'est pas quelqu'un qui est dans son bureau enfermé et qui raconte des histoires. C'est aussi quelqu'un qui est un citoyen, un père de famille. Donc, il doit s'impliquer, s'engager pour expliquer les choses et pour faciliter la vie à des jeunes qui veulent savoir, qui veulent comprendre. J'ai commencé par le racisme. Pourquoi? Parce que mes propres enfants me posaient des questions quand ils étaient petits sur ce que c'est que l'immigration, ce que c'est que le racisme, ce que c'est que l'esclavage, ce que c'est que la supériorité, l'infériorité, etc. Donc j'étais obligé de leur expliquer les choses. Et après, je me suis dit, je vais l'expliquer à d'autres enfants. Alors, je suis parti du racisme, qui a été mon plus grand best-seller dans le monde jusqu'à présent. Et après, quand il y a eu les attentats de New York, ma fille, une de mes filles, avait à l'époque 6-7 ans, m'a dit, papa, je ne veux plus être musulmane. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, regarde ce que font les musulmans. Et là, j'étais obligé de lui raconter, de lui expliquer ce que l'islam, en le dégageant, bien sûr, de ses préjugés, de ses idées de terreur et de mort que les horribles terroristes ont voulu donner de l'islam. L'islam n'est pas une religion de haine et de terreur, c'est une religion comme la religion catholique ou hébraïque, elle est monothéiste, elle a des valeurs. Et ça, il fallait le raconter aux enfants. Ensuite, il y a eu les attentats. Et là, j'ai dû aussi expliquer d'où vient le terrorisme, ce que ça implique, etc. Et là, dernièrement, l'année dernière, j'ai passé une année à travailler sur la philosophie expliquée aux enfants parce que je considère qu'on peut enseigner la philo à partir de la sixième, c'est-à-dire à partir de 12-13 ans. Parce que la philosophie, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de très simple, d'expliquer les concepts simplement. Donc, j'ai cette volonté, cette passion de la pédagogie. J'aime être en contact avec les jeunes esprits parce qu'ils sont susceptibles d'apprendre, alors que les adultes, ils apprennent rien, ils veulent pas apprendre. Vous avez absolument raison. C'est vrai ce que vous dites. Nous allons revenir à ces questions un peu plus politiques, mais j'aimerais que l'on suive aussi toute votre bibliographie jusqu'à vos ouvrages récents. Et je pense à vos romans les plus récents, aux éditions Gallimard, toujours, sous le titre donc de L'insomnie, et le plus récent, qui est paru en janvier de cette année, Le miel et l'amertume. J'expliquerai un petit peu aux personnes qui nous suivent afin de les guider un peu dans ces histoires. Dans le premier livre, il y a un scénariste de Tanger qui devient progressivement un serial killer à cause de son insomnie. Et dans le second ouvrage, Monsieur Benjeloun, vous abordez une question difficile, la pédophilie. Et là, dans ce livre, le bien est représenté par un immigré africain, finalement. Tous ces histoires de vos livres les plus récents m'amènent à vous demander comment vous choisissez votre thématique et vos personnages, comment vous arrivez à un roman et vous décidez d'écrire sur ces questions. Ben, écoutez, l'insomnie, j'ai voulu faire un livre drôle sur un sujet grand, parce que finalement, beaucoup de monde, beaucoup de gens souffrent de cette maladie, de ne pas pouvoir dormir. Et en fait, j'ai imaginé en poussant un petit peu les gens qui sont en fin de vie à mourir, ça donne à mon personnage la possibilité de bien dormir. Enfin, il faut surtout pas l'appliquer. Mais en fait, c'est un peu de thriller, un peu sans police, sans enquête. Et c'est presque mon premier livre un petit peu drôle, qui tout en est avec un sujet grave, peut rire de l'insomnie et rire de ses problèmes. Donc c'est un livre plus léger que les autres. En revanche, Le miel et l'amertume, c'est un livre beaucoup plus
grave, puisqu'il part d'un fait divers qui a existé ici au Maroc, à Tanger, d'un pédophile que j'appelle un pédocriminel, parce que la pédophilie, c'est l'amour des enfants. Or, il n'aimait pas les enfants, il les abusait. Et, et c'est l'histoire d'une fille qui va être abusée par ce pédocriminel. Et après cela, elle va mettre fin à ses jours. Et c'est toute la famille qui va être détruite après cette tragédie. Donc, c'est un livre pour démontrer que la pédocriminalité est terriblement grave parce qu'il ne fait pas qu'une seule victime, c'est-à-dire l'enfant qui est abusé, mais il fait plusieurs autres victimes, c'est-à-dire toute la famille qui, par honte, par pudeur, se tait, ne dit rien, mais qui encaisse la culpabilité et vit très 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 mal, vit le malheur jusqu'au bout, jusqu'à la destruction. Et maintenant, nous allons passer un peu plus à des questions politiques. Comme M. Benjeloun l'a dit, l'écrivain est un être politique aussi. Le XXIe siècle, M. Benjeloun, à partir du 11 septembre et par la suite, et avec la question du terrorisme et de la violence qui revient tout le temps dans l'actualité en Europe et en France, tout cela ramène donc la question de l'islam en Europe et dans le monde. Le débat public le plus récent en France concerne ce qui a été appelé l'islamo-gauchisme, qui a été soulevé par une intervention de la ministre de l'Enseignement supérieur en France. Et je me demande, vous, en tant qu'écrivain, quelle est votre écoute de ce débat ou de toutes ces discussions à propos de l'islam et est-ce que l'islam est un problème pour l'Europe ou pour le monde au XXIe siècle, et plus précisément l'islamisme, si cela constitue un problème, et dans quel sens, à votre avis? D'abord, cette histoire d'islamo-gauchisme est stupide, parce que l'islam, quand devient islamisme, c'est-à-dire un détournement de la religion, c'est une sorte d'idéologie totalitaire qui n'a rien à voir avec les idées de gauche. Et le gauchisme, c'est pas du tout quelque chose qui a une tendresse pour la religion. Donc, ce sont deux termes qui ont été mis côte à côte, mais qui se contredisent. Donc, il n'y a pas d'islamo-gauchisme. En revanche, il y a dans l'université, et pas uniquement en France, une petite minorité de musulmans qui veulent pousser l'islam à devenir une religion d'intolérance et de fanatisme. Et ça, c'est vrai, ça existe, mais pas au point de mettre en danger la République française. Or, la France est obsédée par l'islam, est obsédée par tout ce qui touche à l'islam, et les musulmans sont stigmatisés souvent par la manière dont les hommes politiques utilisent l'islam pour faire peur, pour juste les musulmans qui sont dans leur majorité des gens qui travaillent, qui sont des braves gens, mais il y a là-dedans une minorité d'extrémistes, comme il y a une minorité d'extrémistes chez les catholiques traditionnalistes, comme il y a une minorité d'extrémistes chez les juifs. Donc c'est un extrémisme qui part bien sûr d'un islam mal compris, mal digéré, et qui effectivement menace les lois de la République. Mais la République, elle est beaucoup plus forte. Elle ne va pas avoir peur de quelques femmes qui portent le voile ou quelques éléments qui veulent faire appliquer l'islam dans la République. C'est quelque chose de très minoritaire. Mais ça a donné une telle ampleur politique au point où Macron a dû proposer une loi sur ce qu'il appelle le séparatisme. C'est-à-dire, le séparatisme, c'est les gens en France qui veulent ne plus respecter les lois de la République. Ils se séparent de la République. Or, moi, je dis, il n'y a pas de séparatisme, parce que pour se séparer, il faut avoir été ensemble. Or, ces musulmans extrémistes n'ont jamais admis la République, n'ont jamais été dans la République. Ils ont toujours été en dehors de la République et de ses règles et de ses lois. Donc, c'est des gens qui sont déjà partis ailleurs. Et c'est pour ça que l'islam
malheureusement, il est d'abord détourné par des extrémistes d'une part, et d'autre part, il est utilisé par des politiques européens, des politiciens, pour faire peur et pour gagner les élections. Il faut qu'on arrive un jour à être indifférent à toutes les religions, y compris à l'islam. Il faut être indifférent aux musulmans, les laisser en paix, travailler, vivre et ne pas à chaque fois les montrer du doigt comme quoi c'est à cause d'eux que la République n'est pas respectée. C'est très clair ce que vous dites et je comprends, Monsieur Benjeloun, qu'à votre avis, il n'y a pas un problème de compatibilité entre la laïcité et la façon dont les musulmans vivent quotidiennement. Une victoire des luttes françaises d'il y a un siècle. Ils ont réussi à dégager la religion, l'Église de l'espace public politique de l'État. Ça, c'est une victoire du peuple français et le peuple français vit dans une laïcité depuis maintenant plus de 100 ans. Dans cette laïcité, il y a d'autres immigrés qui sont arrivés et ils ne savent pas ce que c'est que la laïcité. Beaucoup de musulmans pensent que laïcité égale refus de la religion ou athéisme. Or, personne ne leur explique que la laïcité, c'est tout simplement une séparation pour que la religion n'intervienne pas dans la vie publique. Et ça, on ne l'explique pas. Or, l'islam refuse la laïcité, c'est évident, comme toutes les religions. Est-ce que vous croyez que les catholiques sont contents quand on leur dit « vous n'avez pas à intervenir dans l'éducation, dans l'école, dans les hôpitaux, etc. » Ils n'aiment pas ça. Eh bien, mais c'est la loi, c'est comme ça. Et ça, c'est ce qui fait que la France est un pays moderne dans la mesure où il a réussi à mettre la religion d'un côté et la vie publique de l'autre. C'est tout à fait clair. Et je voudrais, sur ce point, rappeler à tous ceux qui nous suivent en ligne et qui suivent cette discussion qui a lieu à l'Institut français, tout d'abord qui peuvent envoyer leurs questions, adresser leurs questions à M. Tahar Benjeloun en utilisant le hashtag IFG Direct. Et étant donné que le mois de mars, M. Benjeloun, est le mois de la francophonie, et on revient donc au cœur de cette rencontre, puisque l'Institut français de Grèce célèbre la francophonie en votre personne. Je voudrais revenir à votre relation avec le français, au rapport que vous avez avec la langue française. Vous écrivez en français et le fait que vous connaissiez l'arabe et le fait que vous proveniez d'une tradition orale en raison de votre origine, de quelle façon donc cela enrichit le français, votre français, dans la façon dont vous l'écrivez? Vous savez, les écrivains qu'on appelle francophones, c'est-à-dire les écrivains qui écrivent en français qui n'est pas leur langue, ils apportent quelque chose de nouveau dans la littérature française parce que regardez les écrivains comme les Haïtiens Dany Laferrière ou un écrivain grec qui était un grand ami à qui je rends hommage ce soir, Vassilis Alexakis, qui écrivait en français et en grec aussi. Regardez Kamel Daoud, écrivain algérien, Amin Maalouf, écrivain libanais, Alain Mabankou, écrivain africain congolais. Donc, tout ça, ce sont des imaginaires qui enrichissent la vieille langue française. Pourquoi? Parce que nous l'utilisons selon notre histoire, selon notre mémoire, et notre imaginaire épouse l'imaginaire français. Et parfois, vous voyez par exemple les Québécois, ils utilisent des expressions qu'ils inventent et qui sont parfois des expressions très jolies. La même chose pour les Suisses ou les Belges. C'est-à-dire que la langue française a cette chance extraordinaire d'être beaucoup plus parlée
par beaucoup plus de gens en dehors de la France. Il y a plus de gens qui parlent français que de Français dans le monde. Et ça, c'est une richesse formidable. Et c'est pour cela que on est toujours en train de militer pour que la langue française soit respectée, soit développée et que on réclame de plus en plus des budgets à l'éducation, au ministère de la culture en France, à l'État français, pour qu'ils mettent de l'argent dans le développement de l'éducation et de la culture française dans le monde. Ce qu'il ne fait pas parce que c'est un peu malheureusement le point faible de la francophonie actuellement. J'aimerais vous poser une question, non pas concernant la Grèce, parce que je pense que la question va vous être posée, mais je voudrais vous demander, à propos de la Méditerranée, est-ce que vous pensez que les peuples qui vivent sur le pourtour de ce bassin, de ce grand bassin méditerranéen, ont-ils des caractéristiques communes, un caractère plus ou moins commun, voire une identité particulière? C'est évident. Être méditerranéen, ce n'est pas uniquement le fait d'habiter face à la mer Méditerranée, c'est une mentalité, c'est une vision du monde, être méditerranéen. C'est une façon de se comporter, c'est une façon d'être au monde. Ça passe par la nourriture, ça passe par la musique, ça passe par les relations humaines, par les fêtes, par les mariages. Être méditerranéen, ça n'a rien à voir qu'être, par exemple, nordique. Vous voyez, par exemple, les pays nordiques, et quand vous les visitez, eh bien, là, vous voyez ce qui n'est pas méditerranéen, justement. Et on a tous la nostalgie de cette façon de vivre, cette vivacité de la Méditerranée. La Méditerranée est une mer, malheureusement, c'est devenu un grand cimetière depuis une trentaine d'années à cause des migrations clandestines qui se noient dans cette mer. Mais c'est une mer qui a été quand même, qui aurait pu être un lac de paix, elle l'est pas. Mais les peuples autour ont beaucoup de choses en commun. Et un Grec et un Libanais qui se rencontrent dans un pays étranger vont avoir plus de contacts et plus de points communs qu'un Libanais avec un Anglais, par exemple. Parce que la Méditerranée rapproche, la Méditerranée fait que nous avons une identité commune. C'est comme nous avons une mer commune, une mer la Mama, M-E-R-E. C'est une mer commune. Et ça qui est formidable dans la Méditerranée. Moi, à chaque fois que je pars dans les pays asiatiques, je souffre parce que la Méditerranée me manque. C'est-à-dire cette espèce de vie excessive, parfois exagérée, mais plein de sentiments, plein de lyrisme, plein de romantisme, me manque. Quel Méditerranéen pourrait vous contredire? Personne, Monsieur Benjeloun. Nous allons maintenant donner la parole aux personnes qui nous suivent en ligne et vous êtes invités à répondre à leurs questions. Question qui vient de Thessalonique et ça touche en partie ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur les différentes littératures francophones. La question est la suivante. Littérature francophone, littérature de langue française ou littérature monde en français, quel est le terme que vous préférez utiliser? C'est vrai que littérature d'expression française ou francophone ne sont pas suffisantes. Littérature monde, oui, avec Édouard Glissant, on avait essayé d'utiliser et Patrick Chamoiseau cette expression littérature monde, mais dans la littérature monde, il n'y a pas le mot français. Or, cette littérature monde, elle est faite bien sûr à partir de la langue française, qui va se diversifier, qui va voyager dans les Antilles, dans le Liban, enfin dans le Proche-Orient, dans le Maghreb, dans l'Afrique, etc. Donc, les trois expressions ne sont pas satisfaisantes. La prochaine nous vient d'Athènes
Et Pierre nous demande, est-ce que vous avez déjà ressenti le besoin de traduire un texte du français vers l'arabe pour le partager? Traduire, bien sûr, des poèmes, je traduis. Mais j'avoue que c'est pour moi un travail difficile parce que c'est pas mon métier de traduire. Mais de temps en temps, et comme je disais tout à l'heure, quand j'écris, il y a des expressions arabes qui surgissent dans mon imaginaire et je les traduis d'une façon un peu littérale, ce qui fait parfois un peu, ça devient une expression un peu drôle. Nikos demande où est-ce que vous voyez que se renforce et où s'affaiblit votre pensée lorsque votre parole se fait en français, lorsque vous parlez ou vous écrivez en français? Moi, je ne fais pas de différence maintenant quand j'écris en français ou que je parle en arabe. Il m'est arrivé de faire des conférences en langue arabe classique dans les pays arabes, par exemple, et je ne fais aucune concession sur les idées que je défends en français. C'est les mêmes idées, sauf que j'ai traduit ça en arabe. Et le fait d'écrire et de faire une conférence en arabe classique, pour moi, ne veut pas dire que je vais reculer ou maquiller mes idées progressistes qui sont en français. Λοιπόν, θα περιμένουμε γιατί κάτι συνέβη στον κύριο Μπενζελούν. Δηλαδή... Nous allons attendre un petit peu parce que M. Benjeloun s'est un peu éloigné de l'écran. Nous avons, je crois, d'autres questions. Oui, la question c'est La prochaine question, nous vient d'ici du Pirée. Et Marianne se demande, est-ce que le premier amour est toujours le dernier? De l'Institut français. Elle a dit oui, oui, oui. Ça dépend de chacun. Mais je pense que c'est une formule. Mais en même temps, moi, je pense que les premiers sentiments quand on est jeune, quand on est adolescent, marquent tellement qu'on les oublie rarement. Et peut-être que je me trompe. Et alors, je me souviens, mon traducteur italien avait fait l'inverse. Il a traduit le livre. Le dernier amour est toujours le premier. C'est une autre façon, effectivement, de considérer que finalement, la dernière fois qu'on aime, on donne le maximum de soi-même. Mais enfin, ça dépend de chacun. Et, une double dernière question, je vais recombiner deux. Est-ce que vous avez déjà visité la Grèce et est-ce qu'on va avoir bientôt l'occasion de vous voir de près ici à l'Institut français une fois la pandémie terminée? En 1981-82, j'avais un attachement pour une personne grecque et je venais souvent la voir. Et j'ai vécu l'hiver, l'été. Bon, Athènes, j'aime pas beaucoup, mais j'ai été dans les îles, j'ai été dans les plusieurs endroits magnifiques. Je disais à l'époque, c'était les années 80, j'avais beaucoup de difficultés au Maroc parce qu'il y avait beaucoup de répression. Et je disais aux gens, pour moi, la Grèce, c'est le Maroc moins l'angoisse. Parce que je retrouve le ciel bleu, je retrouve cette Méditerranée, les gens, la façon de vivre qui est magnifique et formidable. Mais en même temps, l'angoisse, au Maroc, on pouvait se faire arrêter d'idées. Ça, c'était les années. Et j'aimerais bien revenir en Grèce. J'avais promis à mon ami Vassilis Alexakis, avec qui j'avais une relation très forte depuis très longtemps, de venir. Et malheureusement, il était très parti. Et je viendrai bien sûr après le Covid. J'aimerais bien retrouver la Grèce que j'ai quittée il y a très longtemps et que je garde d'excellents souvenirs. Mais mes enfants, ils vont souvent en vacances d'ailleurs. Έχουμε άλλη μια ερώτηση? Όχι. Λοιπόν, Nous vous attendons, Monsieur Benjeloun, en Grèce, une fois toute cette
aventure, péripétie terminée. Au-delà de Vassilis Alexakis, qui est récemment parti, est-ce qu'il y a quelque chose dans la littérature grecque qui vous a impressionné dans vos lectures? Gaddafi, pour moi, est le plus grand poète grec. Malheureusement, je ne peux le lire qu'en traduction. J'ai lu la traduction de Yourcenar, et j'ai lu la traduction de Jacques Lacarrière. Mais ça reste pour moi un poète très mystérieux et très difficile. Et puis Elitis, j'aime énormément. Seferis, j'adore. Kazantzaki. Enfin bon, j'ai été un très grand lecteur de la littérature grecque quand j'allais justement dans ce pays dans les années 80. Bien, je vous remercie et j'espère venir vous voir physiquement dès que cette saloperie, cette vacherie du virus nous aura laissé en paix. Monsieur Benjeloun, nous vous remercions beaucoup de votre présence ici avec nous à l'Institut français. Portez-vous bien, soyez toujours très créatifs. Chers amis, merci aussi à vous d'avoir été ce soir avec nous. Merci beaucoup. Τώρα θα χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες. Et maintenant, donc, je vais saluer les amis qui nous ont suivis. Je crois que cet entretien avec Monsieur Benjeloun était très intéressant. Nous avons abordé une vaste thématique, un vaste éventail de sujets. C'est ce que nous faisons avec la plupart des écrivains. Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'avoir été avec nous ce soir. Et nous allons vous donner rendez-vous avec les mots français, peut-être en septembre prochain, comme on m'en informe. Bonne soirée à tous.